Annyeonghaseyo 여러분, c'est Cyril de Poto France, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se déroule un cours de conversation sur Poto France. C'est parti. Nous avons un premier dialogue que nous allons écouter 2 fois. La première fois sans indice écrit et la deuxième fois avec quelques petites questions. C'est parti, première écoute. Salut Hugo, tu travailles toujours depuis chez toi? Oui, je suis en télétravail 3 jours par semaine maintenant. Tu préfères ça au travail au bureau? Oui et non. C'est plus confortable, mais parfois je me sens un peu isolé. Je comprends. Tu arrives à rester concentré? Toujours, à la maison, il y a plus de distractions. Tu as organisé un espace de travail chez toi? Oui, j'ai aménagé un petit bureau dans ma chambre. Ça doit aider à mieux séparer le travail et la vie personnelle. Exactement. Sinon, c'est difficile de décrocher. Tu penses continuer comme ça longtemps? Oui, je trouve que c'est un bon équilibre. Eh bien, alors, je vous avais dit, on va réécouter une deuxième fois le même audio, mais cette fois-ci, j'ai préparé quelques petites questions. Je vais les lire. Combien de jours par semaine Hugo est-il en télétravail? Quel avantage du télétravail mentionne-t-il? Quels problèmes ressent-il parfois? Pourquoi a-t-il du mal à se concentrer? Qu'a-t-il aménagé chez lui? Et enfin, pour terminer, dernière question, pourquoi cet espace est-il important? Essayez de bien faire attention, vous pouvez mettre pause dans la vidéo, écrire les questions et, pendant le dialogue, essayez de regarder si vous trouvez les réponses. C'est parti! Salut Hugo, tu travailles toujours depuis chez toi? Oui, je suis en télétravail 3 jours par semaine maintenant. Tu préfères ça au travail au bureau? Oui et non. C'est plus confortable, mais parfois je me sens un peu isolé. Je comprends. Tu arrives à rester concentré? Toujours, à la maison, il y a plus de distractions. Tu as organisé un espace de travail chez toi? Oui, j'ai aménagé un petit bureau dans ma chambre. Ça doit aider à mieux séparer le travail et la vie personnelle. Exactement. Sinon, c'est difficile de décrocher. Tu penses continuer comme ça longtemps? Oui, je trouve que c'est un bon équilibre. Ok. Alors, première question, est-ce que vous avez une petite idée? Combien de jours par semaine Hugo est-il en télétravail? Je vous donne la réponse. 3 jours par semaine. Alors, petite explication. En France, quand on dit la semaine, c'est du lundi au dimanche. C'est les 7 jours. Mais souvent, quand on parle du travail, c'est du lundi au vendredi. Petite explication. Deuxième question. Quel avantage du télétravail mentionne-t-il? Ici, il mentionne que le télétravail, c'est quelque chose de plus agréable, de plus confortable. Être à la maison pour travailler, pour Hugo, c'est beaucoup plus intéressant. Troisième question. Quel problème ressent-il parfois? Eh bien, il dit, il se sent un peu isolé. C'est un des problèmes principaux du télétravail. Parfois, effectivement, on est un peu loin de l'équipe, on est un peu loin de nos collègues et les choses se passent un peu sans nous. On a des fois aussi du mal à avoir des vraies relations. Donc, effectivement, parfois, il se sent isolé. Question numéro 4. Pourquoi a-t-il du mal à se concentrer? Ici, tout simplement, il y a plus de distractions. Ça peut être le téléphone, ça peut être la télévision, ça peut être un voisin qui fait du bruit. Si vous avez un chien, par exemple, ça peut faire partie des distractions. Donc effectivement, quand on est à la maison, il y en a un petit peu plus. Question suivante, qu'a-t-il aménagé chez lui? Aménager, c'est installer quelque chose. Eh bien, il a installé tout simplement un petit bureau.
Un petit bureau, c'est-à-dire tout simplement de quoi travailler, un équipement pour le travail. Généralement, le télétravail, c'est plus pour les métier d'informatique, où on a besoin d'un ordinateur, eh bien ici, il a aménagé un petit bureau pour pouvoir travailler. Dernière question. Pourquoi cet espace est-il important? Je vous donne la réponse. Pour séparer le travail et la vie personnelle. Parce que si il travaillait dans le salon, par exemple, ou dans la cuisine, eh ben, il aurait l'impression que finalement, sa cuisine ou son salon, c'est le travail. D'avoir aménagé un petit endroit pour le travail, il sait que cet endroit, c'est le travail. Tout le reste de sa maison, c'est plutôt personnel. Donc voilà les petites questions. Mais c'est pas tout. On va maintenant voir un petit peu de vocabulaire. Je vais commencer par une question. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le mot ici? Je vous ai marqué la définition en coréen. Et donc oui, tout à fait, c'est un bureau. Je vais vous expliquer le reste du vocabulaire. Alors bien sûr, vous avez la traduction à côté, mais je vais essayer de vous donner quelques petites explications supplémentaires. Le télétravail, donc, ici, c'est tout simplement quand on ne travaille pas au bureau. C'est pas nécessairement travailler à la maison. Ça peut être travailler depuis un café, depuis un espace de coworking space. Ça peut être travailler depuis chez vos parents, n'importe où. C'est juste ne pas être physiquement à votre bureau dans l'entreprise. On peut aussi parler de travailler à distance à la place du télétravail. Ce sont deux synonymes. Un bureau, j'ai noté deux définitions. C'est soit effectivement l'entreprise, l'endroit où vous travaillez, ou alors un bureau physique, c'est-à-dire tout simplement une espèce de grande table. Votre bureau peut aussi être défini comme un espace de travail, un environnement où vous travaillez. Se concentrer. Se concentrer, ici c'est un verbe pour expliquer que tout simplement rien qui vous entoure ne vous perturbe. Vous êtes vraiment focus sur votre travail. À l'inverse, une distraction, c'est toutes les petites choses autour de vous qui peuvent vous empêcher d'être concentré. Être productif, c'est travailler efficacement, de manière efficace. Ça peut être travailler vite, ça peut être aussi faire du travail de bonne qualité. Ça dépend de ce que vous recherchez. Un emploi du temps. Un emploi du temps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est vos horaires, c'est-à-dire mon emploi du temps. Le lundi, je commence à 8 heures jusqu'à midi. Ensuite, je reprends à 13 heures et je finis à 19 heures. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi à 14 heures jeudi après-midi, eh bien, j'ai une réunion. Tous ces éléments-là rentrent dans le cadre de l'emploi du temps. Une réunion en ligne. Alors, ici, j'ai noté en français. La plupart du temps, vous allez dire online meeting ou alors tout simplement un meeting. On utilise beaucoup de vocabulaire anglais aussi en France. De temps en temps, je vous donnerai un peu les deux. On va utiliser l'anglais, des fois le français, des fois on va mélanger. Ça dépend beaucoup des gens et des entreprises, hein, finalement. Un collègue. Un collègue, comme en anglais, a colleague, donc un collègue, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Il peut être dans votre équipe ou il peut être dans une autre équipe de la même entreprise. Communiquer. Communiquer, c'est tout simplement échanger sur le travail. Ici, on parle du travail. Un équilibre. Un équilibre, c'est trouver justement la bonne quantité. Pour ici le télétravail, c'est-à-dire trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, la vie professionnelle, c'est toutes les activités liées au travail, et la vie personnelle, c'est exactement le contraire, toutes les activités de votre vie à vous, votre famille, vos amis, etc. Et l'objectif du télétravail, c'est justement de garder vraiment un équilibre, une limite entre les deux.
On appelle ça décrocher. Décrocher du travail, c'est tout simplement dire que quand vous avez terminé votre journée, c'est fini. Vous avez décroché. Gérer son temps, c'est ajuster nos efforts de travail pour accomplir ce que l'on doit faire comme tâche. Une tâche de travail, c'est un élément à faire. Vous pouvez avoir par exemple une réunion le matin, ensuite vous allez avoir des mails à envoyer, ensuite vous allez peut-être devoir construire des éléments pour le marketing par exemple. Tout ça, c'est des éléments qui rentrent dans la gestion du temps. Et ensuite, une pause, c'est tout simplement prendre un petit moment pour souffler un peu, prendre un café, aller à l'extérieur, etc. On va voir maintenant quelques petites expressions qui font partie du texte et que j'estime importantes à détailler. Le plus souvent, ces expressions, je les détaille en deux sens. Plusieurs nuances, il peut y en avoir bien plus que deux. Je choisis au minimum deux. La première, se sentir isolé. Le premier sens peut être tout simplement de ressentir un manque de contact social. Effectivement, vous êtes à la maison tout seul et donc vous avez l'impression de solitude. Le deuxième sens, lui, va marquer plutôt le côté de manque. Donc, on en a, mais peu. Donc, soit ici, dans le deuxième sens, ça existe le contact, mais pas suffisamment. Ou alors ici, vraiment aucun. Donc, on peut avoir cette nuance. On peut utiliser cette expression vraiment pour dire soit pas du tout, soit un petit peu, mais pas suffisamment. Je vais essayer, si possible, si vous voulez bien, de vous faire répéter ces exemples. Je vais les lire une fois et je vais vous demander de répéter après moi. Vous pourrez mettre pause, bien sûr. Travailler seul à la maison peut donner une impression de solitude. À vous. Le deuxième exemple, certaines personnes préfèrent voir leurs collègues régulièrement. Très bien. On va passer aux deux autres exemples. Sans réunion, les employés échangent moins d'idées. Ensuite, le contact humain est important pour maintenir la motivation. Très bien. J'ai noté une petite remarque ici. Les expressions sont utilisées fréquemment, souvent dans le travail à distance, ou alors on peut l'utiliser aussi dans un autre contexte, c'est l'éloignement. L'éloignement en général des personnes, peut-être qu'ils sont à l'hôpital par exemple, ils vont avoir ce sentiment d'isolation, ou les personnes qui travaillent loin de chez eux. Imaginez, vous habitez à Busan et vous devez aller travailler à Séoul. Bien, vous allez vous sentir un peu isolé de vos amis et de votre famille, par exemple. Donc on peut l'utiliser dans ce cadre-là également. Deuxième expression, se concentrer. Donc j'ai noté, premier sens, diriger son attention sur une tâche. Donc ici, indique un effort mental. Répétez après moi ce premier exemple. Il essaie de travailler sans regarder son téléphone. Les étudiants cherchent un endroit calme pour étudier. Le deuxième sens, ici, c'est plutôt pour éviter les distractions et pour être plus efficace. Donc dans un premier, on va essayer d'indiquer un effort à faire, c'est-à-dire c'est une concentration où bon, faut que je fasse l'effort. Le deuxième, c'est plutôt pour essayer de souligner ce que j'ai marqué ici, la nécessité d'un environnement adapté. Effectivement, vous pouvez essayer de vous concentrer, mais d'être dans un environnement plutôt calme, c'est bien plus simple pour la concentration. Répétez après moi. Certaines personnes coupent les notifications pour mieux travailler. Un espace calme
aide à améliorer la productivité. Et donc en remarque très utilisé dans un contexte à la fois scolaire, mais aussi professionnel. On peut aussi l'avoir dans un cadre, par exemple, pour la musique, où il faut être concentré, pour la peinture, le dessin. Si vous jouez aux échecs, par exemple, imaginez, ou vous faites différents sports, la concentration. Troisième et dernière expression, trouver un bon équilibre. Alors vous avez entendu, la prononciation, on va pas dire un bon équilibre, on va faire une liaison pour dire un bon équilibre. Et donc le premier sens, c'est organiser correctement différentes parties de sa vie. Donc ici, on va plutôt souligner l'importance de l'organisation. Alors que dans l'autre, on va essayer de maintenir une harmonie entre plusieurs aspects. Donc on ne va pas nécessairement parler d'être organisé, mais plutôt parler de bien-être, c'est-à-dire cette capacité à être heureux. Ici, on va être un peu plus, par exemple, dans la recherche du bon équilibre, et ici, finalement, peut-être, on l'a trouvé, ce bon équilibre. Répétez après moi. Il organise son emploi du temps pour gérer travail et repos. Le suivant, certaines personnes alternent travail et activités personnelles. On va voir les deux autres exemples. Un bon rythme de vie aide à rester en bonne santé. Les employés cherchent à équilibrer leurs responsabilités. Et donc ici, c'est très utilisé dans la vie quotidienne. Si on a beaucoup de choses à faire, on va essayer toujours de chercher un équilibre. Ensuite, vous avez un petit quiz. Généralement, je laisse le quiz comme ceci et vous aurez les réponses généralement à la fin du cours où je donne tout. Ne vous inquiétez pas. Vous avez vu, il y a 8 questions. Il faut essayer de trouver les bonnes réponses à chaque fois. Et nous, on va avoir ensuite le texte, une dernière écoute avec la traduction coréenne. C'est parti. Salut Hugo, tu travailles toujours depuis chez toi? Oui, je suis en télétravail 3 jours par semaine maintenant. Tu préfères ça au travail au bureau? Oui et non. C'est plus confortable, mais parfois je me sens un peu isolé. Je comprends. Tu arrives à rester concentré? Toujours, à la maison, il y a plus de distractions. Tu as organisé un espace de travail chez toi? Oui, j'ai aménagé un petit bureau dans ma chambre. Ça doit aider à mieux séparer le travail et la vie personnelle. Exactement. Sinon, c'est difficile de décrocher. Tu penses continuer comme ça longtemps? Oui, je trouve que c'est un bon équilibre. Très bien. Normalement, pendant le cours, on va avoir 3 sujets. 3 sujets de dialogue pour travailler l'écoute, mais aussi nous avons un deuxième type de cours et celui-ci est plutôt basé sur la vidéo. On va voir ça ensemble. Et donc, comme je vous l'avais dit, on a également de la vidéo. Je commence toujours les vidéos par une petite question. On va voir ensemble ici un sujet qui parle de l'hôtellerie. Et donc cette première question, quelle est la qualité la plus importante pour un sommelier? Alors ici, l'objectif, c'est pas de donner une réponse tout de suite. Il faudra donner une réponse qui est donnée dans la première partie de la vidéo. Ici, 4 propositions. Je précise à chaque fois s'il y a plusieurs réponses. Donc ici, il n'y en a qu'une. Soit aimer l'alcool, soit avoir des connaissances sur les domaines, soit numéro C, numéro 3, être capable de recommander les clients, ou alors la curiosité. On va écouter cette première vidéo et les vidéos, les toutes premières, sont sans sous-titres. C'est parti.
Bonjour monsieur. Est-ce qu'une coupe de champagne vous ferait plaisir pour débuter? Avec plaisir, oui, je veux bien. Quel type de champagne est-ce que vous préférez? Plutôt rosé, plutôt blanc? Avez-vous un blond de blanc peut-être? Alors nous en avons même deux. Il y a chardonnays qui sont vraiment très, très fruités, rafraîchissants et à la fois crémeux, qui est très agréable en début de repas. Et le second va être un millésime 2006. On va retrouver un chardonnay qui va être plus généreux, un peu plus complexe à la fois, et un peu plus pâtissière. Très bien. Joli millésime de millésime. Très beau millésime, qui se fait de plus en plus rare. Vous allez attraper des notes légères d'évolution, de pâtisserie, noisettes fraîches, c'est vraiment excellent. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Une excellente dégustation. Merci beaucoup. La première qualité, je pense, du sommelier, c'est la curiosité, être curieux. Être curieux, chez souvent, je leur dis, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'encépagement, les régions viticoles, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Alors, quelle est la réponse à cette question? Donc, quelle est la qualité la plus importante pour un sommelier? On a donné la réponse dans la dernière partie de la vidéo et c'était tout simplement, eh oui, la curiosité. Ici, normalement, nous allons réécouter la vidéo 2 fois pour habituer votre oreille. Donc la deuxième fois, toujours avec des sous-titres en français, des sous-titres que j'écris moi-même. Alors de temps en temps, s'il y a plusieurs personnages, je dois choisir un petit peu. Et une fois supplémentaire avec les textes à la fois en français et en coréen. Dans la vidéo, j'ai noté ça. Je ne sais pas vraiment s'il dit un blanc de blanc ou un blond de blanc parce que la vidéo, elle est filmée et finalement, on entend un peu plein de bruit. Donc, je ne sais pas trop, donc j'ai noté les deux. Il n'y a pas de sous-titres officiels sur la vidéo. Donc, parfois, je suis obligé un petit peu de faire comme ça. En tout cas, on va regarder cette vidéo 3 fois et ensuite, vous avez bien le sujet. Comme tout à l'heure, on va avoir également du vocabulaire. Le texte est un petit peu plus long, un petit peu plus riche, donc on va commencer. Un sommelier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un professionnel du vin. C'est quelqu'un qui va conseiller dans un restaurant, ou alors c'est quelqu'un qui va être dans la dégustation. On appelle ça un sommelier. C'est un spécialiste du vin. Une coupe. Alors ici, une coupe, on parle d'une coupe de champagne. C'est un verre de champagne, tout simplement. Vous ferez plaisir. Alors faire plaisir, c'est tout simplement ici. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Alors ici, on est dans un grand restaurant, vous avez vu, une grande salle, très très bien décorée. Je ne sais pas si le champagne est compris dans le repas, je pense. Sinon, c'est assez rare de demander un verre de champagne au début du repas, c'est très rare. Peut-être dans les grands restaurants comme celui-ci. Donc ici, blanc de blanc ou blond de blanc, c'est une variété de vin. Alors je ne suis pas expert en vin, je ne suis pas sommelier, mais je crois qu'un blanc de blanc, c'est un vin fabriqué uniquement avec des raisins blancs. Peut-être que je me trompe, s'il y a des spécialistes, vous allez me corriger. Quelque chose de fruité. Alors ici, vous allez voir, j'ai noté beaucoup de mots qui sont du vocabulaire spécifique pour le vin. Quand je dis spécifique, ils ont une utilisation particulière pour le vin. Vous en avez beaucoup. Donc fruité, c'est-à-dire qu'il va avoir un goût un peu de fruits. Alors ici, ça peut être plein de choses, pas nécessairement du raisin, ça peut être plein de fruits différents. Rafraîchissant, c'est-à-dire qu'il va avoir un goût un peu frais, donc assez léger. Quelque chose de crémeux ou crémeuse au féminin. On va parler plus de la texture du vin. Le début du repas. Le début du repas, c'est tout simplement quand on va commencer à manger. Donc avant ce qu'on appelle l'entrée. Un millésime. Un millésime, c'est un champagne avec une année particulière. Généralement, pour le champagne, il n'y a pas d'année sur la bouteille. Parce que pour faire du champagne, on fait tout le temps la même fabrication. Mais de temps en temps,
ils choisissent de faire un millésime, c'est-à-dire un vin spécifique pour cette année-là, un champagne particulier. Quelque chose de complexe, c'est-à-dire qu'ici, il n'a pas qu'un seul goût, il va avoir plein d'éléments différents. Souvent, les sommeliers vont nous expliquer que plus le vin est de qualité, plus il y a de complexité à l'intérieur. Et donc ici, il parle de note pâtissière, une note comme une note de musique, c'est-à-dire une petite touche de quelque chose. Et une touche qui est comment pâtissière, peut-être des notes de gâteau par exemple. Donc il dit aussi des notes qui sont de noisettes, par exemple. Attraper quelque chose, normalement attraper, c'est prendre avec les mains. Mais ici, c'est plutôt comme on va boire le champagne, attraper les saveurs, les goûts à l'intérieur de la bouche. Ensuite, une dégustation. Déguster quelque chose, c'est-à-dire prendre son temps et aimer déguster. C'est les deux en même temps. On n'est pas juste sur boire un verre de champagne ou manger un plat. Déguster, c'est prendre son temps et apprécier le moment. Un encépagement, ça c'est un mot qui est très très spécifique au, au milieu du sommelier. Un encépagement, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour parler des différentes vignes et des différents vignobles. C'est-à-dire tout simplement l'ensemble de la répartition des différents cépages pour le vin. Ensuite, le suivant, une région viticole. Donc tout simplement une région pour le vin. Quelques petites expressions. La première, vous ferez plaisir. Ou alors on peut aussi la dire comme cela vous dirait ou ça vous tente. Répétez après moi. Une coupe de vin vous ferait plaisir? Cela vous dirait de commencer par un apéritif? Et enfin, cela vous tente un dessert maison? Deuxième expression, quel type de quelque chose vous préférez? Ou alors, vous préférez plutôt quelque chose? Qu'est-ce que vous aimez comme? Et ensuite directement le nom, hein, d'accord? Donc par exemple, répétez après moi. Quel type de vin vous préférez? Quel type de vin vous préférez? Vous préférez plutôt sec ou fruité? Et enfin la dernière, qu'est-ce que vous aimez comme fromage? Remarquez, hein, après, donc plutôt, de ou comme, vous allez directement donner l'élément que vous souhaitez questionner. Donc là, le type de vin. Est-ce que vous préférez quelque chose qui est sec ou fruité? Et ici, qu'est-ce que vous aimez comme fromage? On met toujours après. Ensuite, la troisième. Se faire de plus en plus. Devenir de plus en plus. Ou alors être de moins en moins. Ici, l'objectif, c'est de montrer soit qu'un élément est présent, mais en plus grande quantité, ou alors, au contraire, il a tendance à disparaître, à devenir de plus en plus rare. Répétez après moi le premier exemple, s'il vous plaît. Ce vin se fait de plus en plus rare. Les bons millésimes deviennent de plus en plus chers. Et enfin, ces bouteilles sont de moins en moins disponibles. J'aime bien toujours poser une ou deux petites questions. L'objectif, c'est pas de donner la bonne réponse. L'objectif, c'est de discuter un petit peu. Que vous me donniez la bonne ou la mauvaise réponse, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Si vous arrivez à bien justifier, tout va bien. Retenez aussi que je vous donne ici des petites indications,
peut-être ça peut vous aider à trouver une réponse. Donc ici la question. Pourquoi le sommelier propose-t-il une coupe de champagne au début du repas? Eh bien, je vais vous donner deux réponses. Celle en utilisant l'expression. Donc parce qu'il dit, une coupe de champagne, ça fait plaisir pour débuter le repas. C'est ce qu'il dit, hein. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Et donc, oui, ça fait plaisir de commencer un repas avec un champagne très très cher. Mais on aurait pu dire aussi pourquoi est-ce qu'il le propose? Peut-être que c'est une obligation dans un grand restaurant de proposer du champagne. Peut-être que c'est un monsieur très important, ce client. Et donc, on va essayer de lui donner un peu plus d'importance. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. L'objectif, c'est juste que vous parliez, vous essayez d'un petit peu enlever votre timidité. Mais il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse. C'est pas l'important. L'objectif, c'est que vous puissiez parler. Et comme pour notre partie audio, nous avons plusieurs vidéos. Il y aura 3 vidéos qui seront souvent la suite d'un reportage, d'un documentaire. Et ces 3 parties vont nous permettre à chaque fois d'aller un petit peu plus loin dans le vocabulaire, d'avoir aussi différents types de questions et vous demander avec des questions un peu plus ouvertes, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Qu'est-ce que vous en pensez? L'objectif, c'est que la conversation, elle soit un peu plus importante et surtout, l'objectif, c'est que vous parliez davantage, vous arriviez à chasser votre timidité. J'espère en tout cas que ces 2 exemples, à la fois en audio et en vidéo, vous auront plu. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo comme d'habitude. Si jamais vous voulez, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, hein, un petit like, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt sur Poto France. Bye bye!